10 ans de mariage, et Dima ne m'avait jamais emmené à des événements mondains. Tout a changé ce soir-là, à la fête du nouvel an de son entreprise, où, à la stupéfaction générale des invités de marque, je parlais couramment 8 langues. 10 ans. Si la vie d'une personne est un morceau de tissu, alors j'en ai coupé le plus beau et le plus vibrant pour en faire un simple torchon de cuisine pour un homme nommé Dmitri. Je me tenais devant un grand miroir ovale rapporté d'Italie, que Dima avait lui-même choisi lorsque nous avons emménagé dans cette propriété de la rue Rubliovka. Le miroir reflétait une femme de 35 ans au visage encore doux, mais dont le regard était voilé de résignation. Je portais une robe beige en maille, à col montant, qui m'arrivait sous le genou. Dima qualifiait ce genre de tenue de « décente ». Pour moi, c'était comme un linceul, enveloppant les derniers vestiges de ma vitalité. La porte de la chambre s'ouvrit sans qu'on ait frappé. Personne n'avait frappé à cette porte depuis 10 ans. Dmitri entra, emportant avec lui un sillage de parfums coûteux et une odeur fraîche de tabac. Il me dévisagea de haut en bas, tel un vendeur évaluant une bonne affaire. « Tu vas à un dîner d'entreprise habillé comme ça ?» Sa voix était basse, calme, mais chaque mot me transperçait les oreilles comme une épine. Je baissai la tête, jouant avec les plis de ma robe. « Je la trouve élégante et chaude, murmurai-je. »« Élégante ?» Dima laissa échapper un rire moqueur. Il s'approcha et redressa le col de ma robe. Mais son geste était si brutal que j'avais l'impression qu'il voulait m'étrangler. « Tu ne vaux pas mieux que ces marchandes du marché qui ont gagné au loto par hasard. Souviens-toi, le dîner de ce soir a lieu à la tour de la Fédération, dans le quartier de Moscow City. Parmi les invités, il n'y a que des personnes influentes et des partenaires importants. Si tu y vas, pour faire bonne figure, sois au moins présentable. Ne me déshonore pas en épousant un provincial. » Je restai silencieux. Un silence que j'avais cultivé pendant 3650 jours. Je n'avais pas toujours été ainsi. À 25 ans, j'avais la langue bien pendue et je pouvais débattre avec des professeurs de linguistique en 3 langues. Je n'avais aucune idée du sens du mot « soumission ». Mes 10 années passées aux côtés de Dmitri m'avaient méthodiquement, poli, taillé mes épines, gommé mes aspérités, me transformant en une pierre lisse, inerte. Il jeta une invitation dorée et un long étui de velours sur la coiffeuse. « Mets ce collier et souviens-toi bien, Katia, aujourd'hui, ta seule tâche est de sourire, d'acquiescer et de te taire. L'important, c'est de te taire, pour ne pas dire de bêtises. Ton anglais approximatif ne fera que te donner une raison de te moquer de moi. Ne me fais pas honte. » Il se retourna et partit sans attendre de réponse. Le bruit de ses pas lourds résonna sur l'escalier de bois. Je pris l'écrin de velours. À l'intérieur se trouvait un collier de diamants étincelants. C'était inestimable, mais glacial. Il craignait que le monde extérieur ne me fasse du mal, alors il m'a enfermé dans cette vie, coupant tous les liens avec mes anciens amis et collègues. Il disait que je ne savais pas communiquer, que mon anglais était horrible et que je ferais mieux de rester à la maison à préparer le dîner pendant qu'il menait le combat, pour gagner de l'argent. J'ai souri amèrement à mon reflet déformé dans le miroir. Dmitri ignorait, ou préférait oublier, qu'avant de devenir Madame Vega, j'étais Katerina, une véritable encyclopédie vivante. J'ouvris le tiroir du bas de l'armoire, celui où je rangeais mes sacs étanches. J'en sortis une vieille boîte en bois au couvercle usé. Elle ne contenait pas de bijoux, mais mon trésor. Un master en linguistique de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, un certificat d'interprète simultané de haut niveau, des photos avec des délégations diplomatiques du Japon, d'Allemagne et d'Italie, et ma vieille carte de membre d'une ONG à laquelle j'ai consacré ma jeunesse. J'ai caressé du bout des doigts les mots inscrits sur mon diplôme, obtenu avec mention. 10 ans se sont écoulés depuis que j'ai mis en pratique ces connaissances. Pendant 10 ans, j'ai laissé le temps s'enliser dans l'oubli, me contentant du titre des « épouse dévouée » et de « pilier de la maison ». Dima m'a endoctriné, m'inculquant l'idée que je ne valais rien, que j'étais une femme dépendante. Parfois, j'ai même fini par croire que je n'étais qu'une ménagère naïve, ayant besoin de l'argent de son mari même pour un bouquet d'ânettes au supermarché. Mais aujourd'hui, en voyant le nom du groupe Technoprom, géant renommé du secteur, sur l'invitation, j'ai eu un pincement au cœur. Ce nom m'a rappelé les nuits blanches passées à traduire des manuels techniques, les journées en cabine d'interprétation, le dos trempé de sueur mais l'âme en extase. J'ai reposé la boîte, la repoussant. Dans la pénombre, j'ai enfilé le collier de diamants. C'était comme un joug.
J'ai appliqué une goutte de rouge à lèvres, une teinte foncée, pas trop voyante, mais suffisante pour masquer la pâleur de mes lèvres. Dima voulait que je sois une ombre invisible, son arrière-plan. J'exaucerai son souhait. J'irai. Je restais assise en silence, telle une poupée dans une vitrine. Mais je voulais voir comment mon mari, un homme d'affaires moscovite prospère, se comporterait avec les vieux loups de l'industrie, lui, habitué aux manœuvres des nouveaux Russes. Je quittai la pièce en claquant la porte. Le clic sec de la serrure annonça que la soirée ne serait pas paisible. Une élégante berline noire de luxe glissait avec aisance dans les rues animées de Moscou en cette fin d'année. L'atmosphère était festive, lumière, décoration scintillante, foule pressée. Mais à l'intérieur, l'air était lourd et pesant, comme avant un orage. C'était Dima qui conduisait. Tapotant du doigt le volant au rythme de la musique classique diffusée par les haut-parleurs haut de gamme, il ne me regardait pas, les yeux rivés sur la route, mais continuait de me faire la leçon. Quand on arrivera, ne me quitte pas d'une semelle. Quand je serrerai la main de quelqu'un, tu inclineras légèrement la tête en guise de salutation. N'y pense même pas, tends la main en premier. Tes paumes sont toujours moites, tu vas tout gâcher. Je me suis recroquevillé sur le siège passager, les mains sur les genoux. Mon regard était fixé sur la vitre. Les réverbères défilaient comme de tristes étoiles filantes. Je me souviens, ai-je répondu d'un ton sec. Et une dernière chose, Julia nous rejoindra un peu plus tard. C'est ma nouvelle secrétaire, très efficace. Inutile de vous livrer à ces ridicules scènes de jalousie provinciale. C'est une femme cultivée, elle a voyagé à l'étranger. Elle a des manières distinguées, contrairement aux voisines de votre mère. Julia. Le nom fut prononcé avec un respect inhabituel. Je ne la connaissais pas, mais mon intuition féminine me disait qu'elle était plus qu'une simple subordonnée. Les relevés de carte de crédit de Dima, que j'avais consultés en cachette le mois dernier, révélaient d'étranges dépenses dans des boutiques de luxe pour femmes. Des endroits où Dima ne m'avait jamais emmené. La voiture s'arrêta devant l'entrée principale de la tour de la Fédération. Le luxe et la splendeur du gratte-ciel étaient saisissants. Des messieurs en costumes élégants et des dames en robe de soirée évoluaient comme dans un ballet. Dima sortit de la voiture, rajusta sa veste et fit le tour pour m'ouvrir la portière. Un geste galant, certes, mais je savais que c'était de la pure mise en scène. Il me tendit la main et je pris la mienne dans la sienne. Sa main était froide et moite. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, sifflait-il entre ses dents, son sourire, adressé à la foule, demeurant éclatant. Dmitri. Dmitri, te voilà enfin. S'écria une voix chantante dans la foule. Une jeune femme s'approcha, radieuse comme une rose de velours. Elle portait une robe audacieuse couleur aurore, fendue jusqu'à la cuisse, dévoilant des jambes interminables et une peau de porcelaine. Ses cheveux étaient coiffés en ondulations volumineuses et son maquillage impeccable. Voici Julia, dit-il. Elle s'approcha de Dmitri avec une nonchalance désarmante et lui effleura l'épaule d'une poussière invisible. Vous avez 3 minutes de retard. Victor Petrovitch vous attend au salon VIP. Puis elle se tourna vers moi. Son regard me parcourut, s'attardant sur ma robe beige avec une pointe de moquerie dissimulée. Bonjour, Katia. Comme tu as l'air simple aujourd'hui. Je t'ai prise pour une assistante et je me suis trompé de voiture. Cette phrase, mi-humoristique, mi-acerbe, s'accompagnait d'un petit rire. Dima n'a même pas songé à me défendre. Au contraire, il a ri avec elle. Ma femme est comme ça, habituée à la simplicité de la campagne. Comprenez-la. Allons-y vite, avant que l'affaire ne nous échappe. Sur ces mots, il retira sa main de la mienne pour que Julia puisse prendre son coude. Ils marchèrent ensemble, formant un couple radieux et parfait, comme s'ils étaient les véritables maîtres de la soirée. Et moi, l'épouse légitime, je fus relégué en arrière, les suivant docilement comme une servante. Une amertume indicible me serra la gorge. 10 ans de ma jeunesse, 10 ans de sacrifices professionnels, 10 ans dans l'ombre et tout ça pour ce mépris public. Nous sommes entrés dans l'ascenseur. L'espace confiné était imprégné du parfum entêtant de Yulia. Elle bavardait, mettant Dima au courant, émaillant son discours de mots anglais avec un accent prétentieux. Ce contrat est capital. Victor Petrovitch est très dur. Il faut savoir s'adapter. Je me suis blotti dans un coin de l'ascenseur, suspendu à ses lèvres. Contrat, dur,
flexible, des mots simples qu'elle massacrait sans pitié. Son intonation était affectée, mais Dmitri hochait la tête d'un air approbateur, comme s'il entendait une révélation divine. « Yulia, tu es un trésor. J'ai de la chance de t'avoir. L'interprète que j'ai engagé pour la soirée m'agace. Un gars qui sort tout juste de la fac. T'inquiète, Dima, je suis là pour te soutenir. Mon anglais est suffisant pour les réseaux sociaux, et j'ai un traducteur pour l'informatique. Et puis, de toute façon, le plus important, c'est l'attitude, tu sais. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au dernier étage. Une lumière dorée aveuglante emplit l'air. On entendait le cliquetis des verres, une douce musique, le murmure des conversations. C'était le monde de Dmitri, un monde dont il était toujours fier et dans lequel il m'interdisait d'entrer. Il se tourna et désigna une table ronde dissimulée derrière une grande colonne, à l'écart de la scène principale. « Assieds-toi là, c'est un endroit calme, tu peux manger en toute tranquillité. Ne traîne pas par ici, pour ne pas déranger les invités. Je t'appellerai quand la fête sera finie. » Il parlait comme s'il donnait un ordre à un enfant capricieux. Je regardais la table vide et solitaire dans le coin. Puis Yulia, qui s'accrochait au bras de Dmitri tandis qu'il se dirigeait vers le centre de la fête, là où les lumières brillaient le plus fort. « Oui, je sais, » ai-je répondu avec un calme surprenant. Je me suis dirigé vers ce coin isolé et me suis assise, mais mes yeux n'étaient pas rivés sur mon assiette. Ils suivaient du regard chacun des gestes de Dima et Yulia. Et, plus important encore, j'observais le groupe d'étrangers assis à la place d'honneur. Viktor Petrovitch, le PDG de la société, était un homme de grande taille aux cheveux grisonnants et aux yeux bleus perçants comme ceux d'un faucon. À ses côtés se tenaient ses associés, l'air grave. Je le vis froncer les sourcils, l'air manifestement mécontent, en consultant sa montre. Un mauvais pressentiment, ou plutôt l'odeur d'un désastre imminent, me saisit. Et, étrangement, au lieu de m'inquiéter pour mon mari, une excitation intense m'envahit. Une excitation semblable à celle que j'avais ressentie le premier jour en entrant dans la cabine de l'interprète. De ma place, j'étais comme une spectatrice occupant le siège le moins cher d'un grand théâtre, mais avec la meilleure vue panoramique. Viktor Petrovitch, le PDG de Technoprom Corporation, était un homme de grande taille aux cheveux grisonnants et aux yeux bleus perçants, aussi acérés que ceux d'un faucon. Ses associés étaient assis à ses côtés, le visage grave. Je le vis froncer les sourcils et jeter un coup d'œil à sa montre avec un mécontentement manifeste. Un pressentiment, ou plutôt l'odeur d'un désastre imminent, m'assaillit. Et, chose étrange, au lieu de m'inquiéter pour mon mari, je me suis senti bouillonner de colère. Un frisson, semblable à celui que j'avais ressenti lors de ma première journée dans la cabine d'interprète, m'a envahi. De ma place, j'avais l'impression d'être une spectatrice au dernier rang d'un grand théâtre, mais avec la plus belle vue panoramique. L'immense salle était somptueusement décorée de fleurs fraîches et de lustres en cristal étincelant. Mais sous ce faste, une tension sourde montait. Je commandai un verre d'eau. Le serveur me regarda avec pitié, me prenant sans doute pour une provinciale perdue. Peu m'importait. Tous mes sens étaient concentrés sur la table principale, au centre de la salle, où, sous couvert d'un dîner informel, des négociations décisives allaient se dérouler. Dmitri s'efforçait de jouer les hôtes. Il parlait sans cesse, gesticulant à outrance. Il s'exprimait en russe, et le jeune traducteur, un homme à grosses lunettes et au front ruisselant de sueur, peinait à traduire en allemand. Je plissai les yeux. Dès les premières formules de politesse, j'ai constaté un problème. Dmitri a déclaré « Nous sommes très honorés de vous accueillir. Nous espérons que cette collaboration marquera le début d'une croissance exponentielle pour nos deux entreprises. » Le traducteur, hésitant, a traduit « Nous sommes ravis de vous voir. Nous espérons que notre collaboration sera fructueuse. » Une traduction lamentable. Manquant de la formalité et des nuances de respect nécessaires lorsqu'on s'adresse à un partenaire du calibre de Viktor Petrovitch, il fronça légèrement les sourcils mais hocha poliment la tête. Il répondit par une longue phrase d'une voix basse et rapide, avec un accent hanovrien prononcé, berceau de la langue allemande la plus pure. « Nous apprécions votre hospitalité. Mais allons droit au but. Le temps presse et nous avons encore des doutes concernant le brevet. » Le visage du traducteur devint livide. Il se tourna vers Dmitri et murmura « Il vous remercie pour votre accueil. Il souhaite parler affaires. Il dit qu'il y a un problème avec le brevet. » Dmitri devint nerveux.
Il tapota l'épaule du traducteur. Traduisez mot à mot. Demandez-lui quel est exactement le problème. Nous avons déjà tout réglé. La conversation devint décousue et gênante. Yulia, assise à côté de lui, tenta d'intervenir en anglais, mais Viktor Petrovitch fit un geste de la main pour lui indiquer que ce n'était pas nécessaire. Il souhaitait mener les négociations dans sa langue maternelle afin de garantir une précision absolue des termes juridiques. L'atmosphère se tendit. Les rires et les conversations autour de lui semblèrent s'éteindre, et tous les regards se tournèrent vers la table centrale. Des chuchotements commencèrent à circuler. La gêne de Dmitri et l'impuissance du jeune traducteur transformèrent cette scène élégante en une farce burlesque. J'ai vu Viktor Petrovitch se tourner vers son assistant pour lui murmurer quelque chose en russe. J'ai tendu l'oreille. Malgré la distance, grâce à l'acoustique enveloppante de la salle, j'ai réussi à saisir des bribes de ses paroles. C'est incroyable, ils n'ont rien préparé. C'est un manque de respect. Ils sous-estimaient l'entreprise de Dmitri et, pire encore, les compétences des professionnels russes. Le sang me monta aux joues, non par pitié pour Dima, mais parce que ma fierté professionnelle, la fierté d'un homme qui avait été au sommet, avait été bafouée. Puis le désastre se matérialisa. Ils commencèrent à discuter des détails du contrat. Dmitri, avec l'arrogance de celui qui est habitué aux combines douteuses, ne cessait de répéter qu'il s'agissait d'une utilisation conjointe des droits. Dites-lui que nous partagerons toute cette technologie avec nos partenaires locaux afin d'optimiser les profits. Le traducteur, complètement désemparé, a traduit le verbe « partager » télan par « transférer » ubertrageant, ce qui implique un transfert de propriété. Nous transférons toute la technologie à nos partenaires locaux. À peine la phrase terminée, le visage de Viktor Petrovitch devint pourpre de rage. Il frappa violemment la table du poing, brisant son verre de vin sur la nappe immaculée. Quoi? Un transfert? C'est une rupture de contrat. On parlait d'une licence d'utilisation, pas d'un transfert de propriété. C'est du vol. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. La musique s'arrêta. Dimitri pâlit, ses mains tremblaient, bien qu'il ne comprît pas les mots. Sa rage était compréhensible sans traduction. Il se retourna et cria au traducteur, « Qu'a-t-il dit? Qu'avez-vous traduit » Le jeune traducteur, presque en larmes, balbutia, « J'ai traduit ce que vous avez dit. Il dit que c'est un vol et une rupture de contrat. » Violation de quoi? Je dirige une entreprise parfaitement légale. Rugit Dmitri, ruisselant de sueur. Il chercha du regard de l'aide, mais ne trouva que des regards empreints de pitié ou de malice dissimulée. Yulia se figea, pâle comme un linge, agrippée à sa chaise. Viktor Petrovitch se leva d'un bond et fit signe à son entourage de rassembler les documents. Nous partons. Il n'y a plus rien à discuter ici. Pris de panique, Dmitri se précipita pour intercepter Viktor Petrovitch et l'arrêter, mais ses gardes du corps lui barrèrent le passage. La situation était critique. Le contrat d'1 milliard de dollars était sur le point de s'évaporer, et le prestige de Dmitri et de son entreprise allait être anéanti ici même, dans la tour de la Fédération. Assis dans mon coin, je posai un verre d'eau sur la table. Un léger clic résonna dans ma tête comme le coup de marteau d'un juge. Je me levai, redressai le col de ma robe en tricot, lissai mes cheveux et me mis à marcher. Non pas avec la démarche voûtée et soumise de Katia, la femme au foyer des 10 dernières années. J'avais la démarche d'Ekaterina, l'encyclopédie vivante, le dos droit, la tête haute, le regard sévère. Chacun de mes pas résonnait avec rythme et assurance sur le sol de marbre. Je me frayais un chemin à travers la foule qui murmurait. Les gens s'écartaient, me regardant avec étonnement. Voilà la femme de Dimitri. Que va-t-elle faire? Le supplier ou faire une scène de jalousie? Je les ignorais tous. Je me dirigeai droit vers Viktor Petrovitch, lui barrant le passage. Dmitri m'aperçut, les yeux exorbités de colère et de panique. « Katia, qu'est-ce que tu fais? Retourne à ta place immédiatement. Ne me fais plus honte. Va-t'en. » Yulia, retrouvant sa voix, cria elle aussi, « Katia, tu es folle. Tu te rends compte où tu es pour faire tout un cinéma? » Je ne les regardais pas. Je fixais uniquement les yeux bleus perçants de Viktor Petrovitch, flamboyant de colère. J'inspirais profondément, sentant l'air froid du climatiseur emplir mes poumons et réveiller chaque cellule endormie de mon cerveau.
Puis je parlais non pas en russe, ni dans mon anglais approximatif. Je parlais en allemand, un allemand impeccable, avec un accent hanovérien grave, clair et plein d'autorité. Monsieur Richter, veuillez vous calmer un instant. Il y a eu un malheureux malentendu lors de la traduction. Monsieur Richter, veuillez vous calmer un instant. Il y a eu un malheureux malentendu lors de la traduction. Ma phrase eut l'effet d'éteindre un incendie de forêt. Viktor Petrovitch se figea. Toute la pièce retint son souffle. Dmitri et Yulia restèrent bouche bée, les yeux exorbités. Mon heure était venue. À cet instant précis, je n'étais plus une femme au foyer soumise, originaire d'une petite ville près de Moscou. Je me tenais là, le dos droit, face au regard perçant de l'homme le plus puissant de Technoprom. Autour de moi, le temps semblait suspendu. Le brouhaha des festivités s'était dissipé, ne laissant place qu'à ma concentration absolue et à l'attention de mon interlocuteur. Viktor Petrovitch s'immobilisa, ses épais sourcils blancs froncés. Il m'observa avec un mélange d'admiration et de surprise. Il ne s'attendait pas, dans ce pays lointain, lors d'une soirée aussi chaotique et peu professionnelle, à rencontrer quelqu'un qui parlait un allemand hanovérien pur, la langue de sa patrie. C'était un allemand raffiné, impeccable, la langue de l'aristocratie et du monde universitaire, dont il avait toujours été si fier. Il se tourna lentement vers moi. Sa voix était toujours froide, mais moins dure. Vous parlez allemand? Et avec un accent si pur qui êtes-vous? Je souris légèrement à ce sourire parfait et formel que j'avais répété 1000 fois devant le miroir 10 ans auparavant. J'ai esquissé une légère révérence, conforme au protocole diplomatique européen, ni trop basse pour paraître servile, ni trop profonde pour témoigner de mon respect. Je suis l'épouse de M. Dmitri. Mais aujourd'hui, je suis ici en tant que personne qui comprend la véritable valeur de ce contrat et qui ne souhaite pas qu'une erreur linguistique vienne gâcher une si belle opportunité. Sans attendre qu'il pose d'autres questions, je suis allé droit au but, en désignant le dossier de documents abandonné sur la table. Le traducteur a utilisé le mot Ubertrajan, qui signifie transfert de propriété. Or, je sais que dans la version originale, point 4, paragraphe 2, le terme Téland est employé, ce qui signifie partage d'utilisation ou licence. Mon mari voulait dire que nous utiliserons cette technologie au sein de nos succursales afin d'optimiser la production. Tout en respectant scrupuleusement vos règles de licence, nous n'avons jamais eu l'intention de voler votre propriété intellectuelle. Viktor Petrovitch resta silencieux. Il me fixa du regard, son expression passant de la suspicion à l'étonnement, puis se figea dans une admiration contenue. Il se tourna vers son assistant, qui acquiesça vigoureusement, confirmant ainsi l'exactitude juridique de mes propos. Derrière moi, Dmitri et Yulia semblaient se remettre de leur choc initial. Dmitri se précipita vers moi, livide, le visage ruisselant de sueur, faisant disparaître son maquillage léger. Il n'a pas compris ce que j'ai dit. Mais il a vu que Viktor Petrovitch s'était arrêté, que la tension était retombée, et il en a déduit que je le suppliais ou que je me ridiculisais. Il m'a saisi la main et l'a serré si fort que j'ai ressenti une vive douleur. « Mais qu'est-ce que tu lui racontes? Tu essaies de m'humilier encore plus? Retourne à ta place. Ne fais pas l'intelligente sur des sujets que tu ne maîtrises pas. » Yulia intervint à son tour. Sa voix stridente et perçante brisa la solennité du moment que je venais de créer. « Katia, ne fais pas de bêtises. Qu'est-ce que tu connais au contrat? Si tu dis une bêtise, ils vont nous poursuivre en justice et nous ruiner. Dima, emmène-la d'ici. Je m'en occupe moi-même. Je ne me suis même pas retourné. J'éprouvais seulement du dégoût face à la façon dont ils cherchaient à m'humilier, alors même que je sauvais la mise à leur entreprise. D'un geste brusque, j'ai retiré ma main de l'emprise de Dmitri, le faisant chanceler. J'ai regardé Viktor Petrovitch droit dans les yeux et j'ai poursuivi en allemand d'une voix calme, comme si les deux personnes qui criaient derrière moi n'existaient pas. Je m'excuse de vous interrompre. Comme vous pouvez le constater, la situation est quelque peu tendue, mais je vous assure que l'intégrité de cet accord est garantie. Viktor Petrovitch a esquissé un sourire. C'était le sourire d'un vieux renard qui avait tout compris. Il ignora Dmitri, retourna à la table, tira une chaise et me fit signe de m'asseoir en face de lui. « Asseyez-vous, madame. Je vous écoute. » Ce geste de Viktor Petrovitch fut comme une gifle pour Dmitri. Il resta figé, bouche bée, son principal partenaire, qui s'apprêtait justement à partir, invité maintenant,
avec une politesse déplacée, sa femme celle qu'il jugeait inutile à s'asseoir à la table des négociations. Je me suis assise avec calme et dignité. Pour la première fois en 10 ans, j'éprouvais ce sentiment. C'était comme retrouver ma place légitime, celle où mon intellect me guidait. J'ai jeté un bref coup d'œil à l'épée contraposée sur la table. Des mots et des points de droit complexes défilaient devant mes yeux, familiers comme de vieux amis. La partie ne faisait que commencer, et cette fois, c'était moi qui distribuais les cartes. Dmitri ne cédait pas. Sa fausse vanité de macho blessé était en jeu. Il ne pouvait accepter d'être mis à l'écart lors de sa propre célébration, et encore moins que sa femme dépendante soit devenue la sauveuse de la situation. Il s'est approché brusquement de moi, avec l'intention de me saisir l'épaule pour me forcer à me lever. Il comptait user de son pouvoir d'époux pour me soumettre sur le champ. Katia, je te l'interdis. Lève-toi immédiatement. Ce n'est pas un lieu pour les femmes de s'en mêler. Rentre chez toi. Sa voix n'était qu'un sifflement, assez fort pour que ceux qui l'entouraient l'entendent. La foule murmura encore plus fort. Yulia, non loin de là, en rajouta, Katia, n'irrite plus Dima. Va-t'en, tu ne comprends pas ce qui se passe. Je pris une profonde inspiration. Ma patience avait atteint ses limites. 10 ans de soumission s'en étaient plus cassés. Aujourd'hui, ici et maintenant, je vais mettre fin à cette farce qu'on appelle « famille heureuse ». Je me suis retourné brusquement. Mon regard ardent a transpercé le visage de Dmitri. « Tais-toi ». 3 mots brefs, tranchants comme un couteau dans le marbre. Ma voix a résonné, claire et ferme, laissant Dmitri et Yulia complètement abasourdis. Dmitri semblait figé. Sa main, levée au-dessus de moi, resta suspendue. En 10 ans, il ne m'avait jamais entendu élever la voix, et encore moins le réprimander en public. Si vous voulez perdre ce contrat, si vous voulez que votre entreprise fasse faillite demain, croulant sous les dettes et devenant la risée du monde des affaires, alors continuez à parler. Mais si tu veux sauver le peu de fierté qui te reste, tais-toi et recule. Ne me force pas à me répéter. La puissance que je dégageais fit reculer Dmitri. Il me regarda comme si j'étais une étrangère. Le canari docile dans sa cage s'était soudain métamorphosé en phénix, et sa force l'effrayait. Il marmonna quelque chose, essayant de protester, mais les mots ne sortirent pas. Je ne lui en laissai pas l'occasion. Je me suis tourné vers Viktor Petrovitch et suis passé instantanément à l'allemand. Mon attitude a radicalement changé, je suis devenu extrêmement professionnel et étonnamment calme. Parlons des détails techniques, Viktor Petrovitch. J'ai bien entendu vos inquiétudes concernant la capacité de production de l'usine de Kazan. J'ai alors entamé mon analyse. J'ai parlé des chaînes de production, des taux de retour, des normes ISO que l'usine de Dmitri appliquait ou prétendait appliquer. Dima ne m'a pas transmis ses connaissances. Je les ai acquises en lisant en cachette les documents qu'il éparpillait dans son bureau à la maison. À cela s'ajoutait mon expérience antérieure de traductrice sur des projets industriels internationaux. J'ai insisté sur les points forts que Dmitri ne parvenait pas à exprimer et j'ai habilement dissimulé les faiblesses sous des promesses de modernisation. J'ai employé un jargon technique d'une précision absolue, débit, rentabilité, contrôle qualité. Viktor Petrovitch acquiesça à plusieurs reprises. Il sortit un stylo et commença à prendre des notes dans son journal. Intéressant. C'est très intéressant. Votre mari ne me l'a jamais expliqué aussi clairement. Dmitri, debout à côté de moi, avait l'air d'une statue avec un visage d'idiot. Il ne comprenait pas un mot de ce que je disais, mais il vit l'expression de Viktor Petrovitch changer. Il avait compris, je réussissais là où toute son équipe avait échoué. Pendant ce temps, Yulia était devenue livide. Elle recula lentement, cherchant à se faire oublier. Je menais la danse. Tel un chef d'orchestre, je manipulais à ma guise les émotions et les pensées de mon interlocutrice. Chaque mot que je prononçais pesait une tonne. Cette sensation de puissance était délicieuse. Cela compensait 10 années de vie de parasite, 10 années de mépris. Je jetai un coup d'œil à Dmitri. Il tremblait, non pas de froid, mais de peur. Il redoutait la vérité qui se dévoilait sous ses yeux, sa femme, qu'il qualifiait toujours d'ignorante, était en réalité infiniment plus compétente que lui. Et mon ombre s'étendait, engloutissant son petit égo pathétique. L'atmosphère à table s'est détendue grâce à mon intervention.
Cependant, tous les membres de l'entourage de Viktor Petrovitch n'ont pas cédé aussi facilement. À sa droite se trouvait M. Sergueï, le principal conseiller en logistique, un homme aux yeux petits et plissés et au sourire moqueur. Dès le début, il était resté sceptique. Il pensait que je n'étais qu'une épouse chanceuse, qui avait appris quelques rudiments d'allemand on ne sait où et qu'on avait jeté dans la mêlée en dernier recours pour sauver sa réputation. Il ne croyait pas qu'une femme, l'épouse d'un réalisateur aussi médiocre que Dmitri, puisse avoir une connaissance approfondie du système du transport maritime international. Alors que Viktor Petrovitch achevait de me complimenter, Sergueï intervint brusquement. Il ne parla ni allemand ni anglais. Il s'exprima en russe, à toute vitesse, « Madame, tout cela est bien beau. Mais qu'en est-il des embouteillages au port de Novorossiysk? Leurs infrastructures sont un véritable cauchemar. Comment pouvez-vous garantir que nos marchandises ne resteront pas bloquées là-bas pendant des semaines? Sans solution logistique, ce contrat ne vaut rien. » Il employait délibérément un jargon technique, parlait vite et coupait les mots, voulant me tester. Il voulait voir ma confusion. Il voulait me forcer à demander de l'aide à Dmitri, qui, il en était sûr, ne comprendrait pas non plus. Il voulait mettre à nu ce qu'il considérait comme ma ridicule. À côté de moi, Dmitri semblait complètement désemparé. Il ne comprenait pas un mot. Il me regarda avec inquiétude et des gouttes de sueur perlèrent à nouveau sur son front. Il craignait que je sois à court de ressources. Mais Sergueï avait choisi le mauvais adversaire. Il ignorait que j'étais un professionnel de haut niveau. Je me suis tourné vers Sergueï, le regardant droit dans les yeux avec un sourire encore plus assuré que le sien. J'ai répondu aussitôt, d'un ton clair et professionnel, « Monsieur Sergueï, vos inquiétudes concernant Novorossiysk sont tout à fait justifiées. C'est un problème connu. C'est pourquoi nous n'utiliserons pas Novorossiysk. » Sergueï se figea. Il ne s'attendait pas à une réaction aussi fulgurante. Je poursuivis mon offensive, sans lui laisser le temps de reprendre ses esprits, nous utiliserons le complexe portuaire d'Oust-Louga pour les navires de grande capacité. Concernant les expéditions intérieures, nous avons déjà un accord préliminaire pour l'utilisation des voies fluviales, ce qui permettra d'éviter les embouteillages aux abords de Moscou. De plus, nous mettrons en place une procédure de « couloir vert » pour les marchandises prioritaires, ce qui réduira le délai de dédouanement de 48 à 6 heures. Cela répond-il à votre question, monsieur? J'ai parlé clairement, exposant chaque décision avec la précision d'un chirurgien. Je ne me contentais pas de traduire, je présentais une stratégie. Une stratégie que j'avais secrètement étudiée, en observant l'entreprise de Dmitri se faire constamment sanctionner pour des retards de livraison. J'avais déjà tenté de lui faire part de mon opinion, mais à chaque fois que j'ouvrais la bouche, il me coupait la parole, les femmes ne comprennent rien à ça. Or, ce savoir, qu'il méprisait tant, était devenu son seul salut. L'expression de Sergueï passa de l'arrogance à la stupéfaction la plus profonde. Il resta là, bouche bée. Le stylo lui échappa des mains. Il se tourna vers Viktor Petrovitch et marmonna, « Patron, cette dame connaît les itinéraires mieux que moi. » Viktor Petrovitch éclata de rire, un rire franc qui résonna dans toute la pièce. Il applaudit. Ses applaudissements nourris m'étaient exclusivement destinés. Les personnes autour de lui, bien qu'elles ne comprenassent pas la conversation, voyant la réaction de la délégation allemande, se mirent à applaudir elles aussi. Les applaudissements redoublèrent d'intensité, comme une averse torrentielle. Assise là, au milieu des applaudissements et de l'admiration, je restais étrangement calme. Je regardais Dmitri. Il paraissait plus petit et plus pitoyable que jamais. Il me dévisageait comme si j'étais un monstre. Il n'y avait aucune gratitude dans ses yeux, seulement de la peur. Il comprit qu'à partir de cet instant, la cage dorée de Wróblewka ne pourrait plus me retenir. La salle entière semblait être devenue ma scène personnelle. L'admiration se répandait de la table d'honneur à chaque invité de l'immense tour de la fédération. Ceux qui m'avaient auparavant regardé avec pitié chuchotaient maintenant entre eux, échangeant des regards empreints de curiosité et de respect. Dmitri restait là, figé sur place, tel une statue fissurée. Il n'osait ni s'asseoir ni partir. Il ne pouvait qu'assister, impuissant, à la transformation de sa femme, qu'il méprisait, qui rayonnait de sa propre lumière, éclipsant complètement sa minuscule ombre. Mais l'épreuve n'était pas terminée. Le groupe Technoprom était un géant international, et ceux qui accompagnaient Viktor Petrovitch étaient de vieux loups du monde des affaires. Après avoir,
convaincu, Sergueï, un homme corpulent à la barbe épaisse, assis en face de Viktor Petrovitch, prit la parole. C'était Mikhaïl, le représentant chargé du marché de l'énergie et des matières premières. Mikhaïl n'y alla pas par 4 chemins. Il posa son verre de vodka d'un trait sur la table, me fixa d'un regard brûlant et parla d'une voix grave et autoritaire. Madame Ekaterina, vos arguments concernant la logistique sont très pertinents, mais ce qui m'intéresse, c'est l'aspect financier. Les cours mondiaux du pétrole sont extrêmement volatiles. Comment pouvez-vous garantir que le coût du carburant pour le transport n'amputera pas nos bénéfices? Si le prix du pétrole augmente de 20% le mois prochain, qui prendra en charge la différence? Nous ne pouvons pas accepter ce risque. La question de Mikhaïl avait touché un point sensible. C'était un problème qui avait bloqué de nombreuses entreprises russes lors de négociations internationales, entraînant souvent des pertes considérables faute d'outils de couverture des prix. Dmitri, entendant le ton incisif de Mikhaïl, pâlit encore davantage. Il se tourna vers moi, tenta de dire quelque chose, mais se ravisa. Il se souvint de mon regard glacial et ravala ces mots. Je souris avec assurance et calme. Je me tournai vers Mikhaïl et lui répondis d'un ton clair et professionnel, « Monsieur Mikhaïl, vos inquiétudes sont tout à fait justifiées. Mais nous ne sommes pas des amateurs qui spéculent à l'aveuglette. Nous avons déjà signé des contrats de couverture avec des institutions financières internationales afin de bloquer le prix du carburant pour tout le prochain trimestre. Même si le prix du pétrole augmente de 30%, vos coûts de transport resteront fixes au prix convenu dans ce contrat. Votre risque est nul. » Mikhaïl marqua une pause, puis éclata d'un rire tonitruant. Il leva le pouce et hocha la tête en signe d'approbation. Excellent. Une femme qui comprend les produits dérivés. J'aime votre style. Sans laisser l'attention se relâcher, Anatoly, le conseiller en développement stratégique qui observait en silence, ajusta ses lunettes. Il était connu pour sa méticulosité et sa discrétion. Anatoly ne posa aucune question sur la technologie ou l'argent. Il parla de culture et de relations humaines, facteurs clés pour pénétrer le marché asiatique. Sa voix était douce mais ferme. Le groupe Technoprom souhaite se développer en Asie du Sud-Est. Cependant, nous craignons que les différences culturelles ne constituent un obstacle. Quelle stratégie proposez-vous pour intégrer un produit industriel russe au marché local sans en altérer l'identité? C'était une question de philosophie d'entreprise. Une réponse insipide aurait sonné creux. Je me tournai vers Anatoly, inclinant respectueusement la tête. Anatoly sent, comme dit l'adage, on n'impose pas ses règles à autrui. Nous ne vendrons pas notre produit de manière agressive. Nous proposerons une solution adaptée au contexte local. Nous constituerons une équipe d'ingénieurs locaux, formés à notre discipline, mais possédant une connaissance approfondie des habitudes de consommation de cette région. Ce sera l'alliance de l'esprit samouraï et de la précision du travail d'ingénieur. L'harmonie, et non l'imposition. À ces mots, les yeux d'Anatoly s'illuminèrent derrière ses lunettes. Il joignit les mains et s'inclina en signe de respect. Un geste rare de la part d'un homme d'affaires oriental fier envers un étranger. Formidable. Votre vision est très perspicace. Finalement, le représentant italien, Igor, un homme élégant aux cheveux ondulés, leva son verre de vin. Il ne me testait plus. Il me regarda avec une admiration sincère, « Signora Ekaterina, je n'ai jamais vu personne passer d'une langue à l'autre et d'un code culturel à l'autre avec autant d'aisance. Vous êtes comme un chef d'orchestre dirigeant une symphonie de mots. C'est un honneur pour nous. » Je levai mon verre d'eau et lui répondis dans un italien velouté, « Grazie per il complimento, signor. Le lynx sono ponti, and I'm nothing but a dedicated build of this bridge. » Des applaudissements éclatèrent autour de la table. Viktor Petrovitch, Sergueï, Mikhaïl, Anatoly, Igor, 5 hommes influents représentant 5 grandes économies me considéraient comme leur égal, voire comme une vedette. Je jetai un coup d'œil à Dima. Il se tenait là, au milieu des applaudissements, l'air perdu et déplacé. Il me regarda, mais son regard n'exprimait plus le mépris habituel, seulement une profonde confusion. Il comprit que la cage qu'il avait si soigneusement construite pendant 10 ans venait de voler en éclats en quelques mots. Le dîner prit fin, mais la fin fut bien différente de ce que Dima avait imaginé. Viktor Petrovitch se leva et boutonna sa veste. Il fit signe à son assistant d'apporter le contrat officiel. C'était le moment décisif dont dépendait la survie de l'entreprise de Dmitri. Le moment qu'il attendait depuis des mois.
L'assistant déposa le dossier en cuir sur la table et l'ouvrit à la dernière page, où se trouvaient les emplacements pour la signature. Un stylo noir de prix était posé à proximité. Viktor Petrovitch le prit, mais ne signa pas immédiatement. Il se tourna vers moi avec un profond respect, « Ekaterina, je dois vous confier quelque chose. Avant ce dîner, j'avais l'intention d'annuler notre collaboration. Je n'avais pas confiance dans les compétences de gestion de votre mari, et son manque de professionnalisme initial n'a fait que conforter ma décision. » Les paroles directes de Viktor Petrovitch firent tressaillir Dima. Nerveux, il entrelaça ses doigts, les paumes moites. Yulia, cachée derrière lui, n'osa pas lever les yeux. Viktor Petrovitch poursuivit, et sa voix résonna dans toute la pièce, « Mais vous avez tout changé. Vos connaissances, votre intelligence et votre caractère m'ont convaincu. Je signe ce contrat non pas pour le bien de la société de M. Dmitri, mais parce que j'ai confiance en vous. Je suis persuadé qu'avec votre participation, ce projet sera couronné de succès. » Sur ces mots, il signa le contrat d'un geste théâtral. Le crissement de la plume sur le papier résonna distinctement dans le silence. Puis il tendit le dossier à Dmitri. « À votre tour, monsieur le directeur. » Dmitri s'approcha. Ce moment aurait dû être le plus glorieux de sa vie. Il aurait dû être photographié serrant la main du magnate. La presse l'aurait encensé. Mais à cet instant, il paraissait pitoyable. D'une main tremblante, il prit le stylo. Il savait que sa signature n'était qu'une simple formalité, que sa valeur aux yeux de son associé était désormais nulle. Il signait le contrat grâce à une femme qu'il jugeait sans valeur. Il signa d'une écriture maladroite et tremblante, bien loin de sa signature assurée habituelle. Il avait à peine posé sa plume que les flashs des appareils photo loués par Dima l'aveuglèrent. Ironie du sort, les objectifs n'étaient pas braqués sur lui, mais sur Viktor Petrovitch et moi, en train de nous serrer la main. La couverture du lendemain présenterait la photo d'une femme en simple robe beige, fièrement posant aux côtés d'un géant de l'industrie, tandis que Dmitri ne serait plus qu'une ombre floue sur le côté. Yulia, voyant que tout était joué, tenta de sauver ce qui restait de son image. Elle s'approcha prudemment de Viktor Petrovitch avec son sourire habituel et lui tendit la main, « Viktor Petrovitch, je suis la secrétaire particulière de Dmitri. Je serai ravi de vous assister à l'avenir. » Viktor Petrovitch ne lui jeta même pas un regard. Il se détourna et sortit de sa poche une carte de visite noire à bordure dorée. Il me la tendit. « Ekaterina, voici ma carte personnelle. Nous recherchons un conseiller stratégique pour la région Asie. Je ne connais personne de plus qualifié que vous. J'espère que vous prendrez ma proposition en considération. La rémunération sera à la hauteur de votre talent. Je vous assure, c'est un montant dont votre mari n'aurait jamais osé rêver. » Je pris la carte. Elle était lourde, non pas à cause de son contenu, mais à cause du poids de l'opportunité qui s'offrait à moi, du poids de la liberté. « Merci, je vais y réfléchir sérieusement, » répondis-je. Dmitri se figea. Il avait tout entendu. Conseiller stratégique, région Asie, salaire de rêve, ces mots avaient frappé son ego comme un coup de massue. Il réalisa qu'il avait non seulement perdu le contrôle de sa femme, mais qu'il risquait aussi de tout perdre à cause de cette femme qu'il méprisait. La cérémonie de signature s'acheva. Les invités se dirigèrent vers l'espace cocktail. La musique reprit. Mais pour moi, ce n'était qu'un prélude à une autre bataille, bien plus brutale, une bataille au sein même de ma famille. Dmitri n'attendit pas que les invités se dispersent. Il me saisit brutalement le poignet et me traîna hors du hall principal, dans le couloir désert menant au parking. Je vis Yulia courir après lui, ses talons claquant sur le sol, le visage déformé par la rage. Dans un coin isolé, Dima me poussa violemment. Mon dos heurta le mur froid. Il me regarda, les yeux injectés de sang par l'alcool et la rage. La rage qui couvait depuis des heures explosa enfin. « Alors, c'était quoi ce chiffre? Qu'est-ce que tu voulais prouver? Que tu es plus intelligent que moi? Que je suis un idiot qui a besoin d'une femme pour sauver l'affaire ?» hurla-t-il en crachant. Il n'éprouvait pas la moindre gratitude. Dans son esprit étriqué et égoïste, mon action n'avait pas pour but de sauver l'entreprise, mais de l'humilier. Il préférait perdre le contrat plutôt que de voir sa femme briller plus que lui. Adossé au mur, j'ajustai la manche de ma robe. Je le regardais d'un calme glacial. Pour la première fois en 10 ans,
je le regardais sans crainte, avec seulement de la pitié. Ce n'est pas un chiffre. J'ai fait ce qu'il fallait pour sauver votre entreprise de la faillite. Si je n'avais pas parlé, crois-tu que tu serais là à me crier dessus maintenant? Tais-toi. Dmitri leva le bras pour me frapper. Mais je ne bougeais pas. Je relevai la tête et croisai son regard. Mes yeux, froids et déterminés, arrêtèrent sa main en plein vol. Il n'osait pas me frapper. Il avait peur. Il avait peur de la femme qui se tenait devant lui. Frappe-moi, le provoquai-je d'une voix ferme. Après cette gifle, tu perdras tout. Victor Petrovitch a une haute opinion de moi. Que crois-tu qu'il fera du contrat que nous venons de signer si je me présente demain avec un bleu sur la joue? Dmitri baissa la main, elle tremblait. Il serra les dents. Pourquoi? Pourquoi as-tu caché ça pendant 10 ans? Faire l'idiot, le soumis, pourquoi? Pour pouvoir attendre jusqu'à aujourd'hui et me poignarder dans le dos? Je souris amèrement, je ne l'ai pas caché. Tu ne me l'as juste jamais demandé. Tu ne t'es jamais soucié de qui j'étais, de ce que j'étudiais, de ce dont j'étais capable. Tout ce que tu voulais, c'était une poupée qui savait cuisiner et accoucher. Tu m'as enfermé à la maison. Tu m'as lavé le cerveau pour me faire croire que je ne valais rien. Tu avais peur que je te surpasse, que mon ombre t'éclipse. Ta confiance reposait sur mon insécurité. C'est pourquoi tu m'as interdit de parler à qui que ce soit. De travailler. Chaque mot était une aiguille qui lui piquait la conscience. Il recula, le visage décomposé. Il ne s'attendait pas à ce que je perce à jour sa psychologie si sombre depuis si longtemps. Julia, voyant que Dima était dans l'impasse, tenta de le défendre. Katia, tu es trop cruelle. Dima tenait à toi. Il voulait que tu vives confortablement. C'est pour ça qu'il t'a laissé à la maison. Tu devrais être reconnaissante au lieu d'agir ainsi. Et toi, tais-toi, la coupée, je sens même la regarder. C'est une affaire entre mari et femme. Et cela ne concerne pas sa secrétaire, qui se trouve être aussi sa maîtresse. Julia était sans voix, le visage rouge de honte à l'annonce du secret. Elle chercha du réconfort auprès de Dmitri, mais il était trop absorbé par ses craintes. J'ouvris mon sac et en sortis l'enveloppe blanche que j'avais préparée. Je la lançai à Dmitri. Elle tomba au sol entre nous trois. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il d'une voix rauque. Une demande de divorce. Je l'ai déjà signée. Le monde autour de lui sembla exploser. Dmitri regarda l'enveloppe, puis moi. Il n'en croyait pas ses oreilles. Sa femme, obéissante depuis 10 ans, osait demander le divorce. Tu es folle. Qui es-tu pour me quitter? Si tu quittes ma maison, comment vas-tu vivre? Tu vas manger des pierres? Qui suis-je? Tu as vu ça à la fête, dis-je avec un léger sourire. Et je ne suis pas venu aujourd'hui pour te sauver. Je suis venu reprendre ce qui m'appartient. Cette scène est à moi. Et à partir de cet instant, tu fais partie de mon passé. Sur ce, je me retournai et partis. Je suis sorti de l'hôtel et j'ai hélé un taxi. Je ne me suis pas retourné. Derrière moi, les cris de Dmitri et les sanglots de Yulia s'estompaient, se fondant dans les lumières de la nuit moscovite. Dans le taxi, j'ai ouvert la fenêtre pour laisser le vent nocturne me caresser le visage. Il faisait froid, mais incroyablement vivifiant. J'ai empli mes poumons d'air. L'air de la liberté. 10 ans de captivité étaient terminés. Le phénix avait véritablement rené de ses cendres. Je suis rentré au domaine de la rue Roubléovka après 2 heures du matin. La grande maison était plongée dans une obscurité silencieuse, mais ce silence ne m'effrayait plus. Pour moi, ce n'était qu'une étape transitoire avant le début d'un nouveau chapitre. Je n'ai pas allumé la lumière principale, seul le faible faisceau de la lampe m'a guidé. Je suis allé directement dans la chambre, la cellule qui avait été une prison pour ma jeunesse pendant 10 ans. J'ai pris une grande valise dans le placard. Le bruit de ses roulettes sur le parquet était un adieu. J'ai commencé à faire mes bagages. Je n'avais pas grand-chose pour la femme d'un homme riche. Mes effets personnels se résumaient à quelques vêtements usés que Dima me permettait de porter, et à des livres en langue étrangère que j'avais achetés en cachette et que je dissimulais sous le lit. Et surtout, une boîte en bois contenant mes diplômes et certificats. La seule preuve que j'avais jadis mené une vie brillante.
J'ai laissé derrière moi tout ce que Dmitri m'avait offert, les bijoux hors de prix qu'il m'obligeait à porter, pour la forme, les sacs de marque que je n'avais jamais choisis. Je les ai méthodiquement disposés sur la coiffeuse, comme si je rendais les accessoires d'un rôle que j'étais las de jouer. Le lendemain matin, dès que les premiers rayons du soleil ont pénétré par la fenêtre, le vrombissement familier d'un moteur s'est fait entendre à l'entrée. Dmitri était de retour. J'ai entendu ses pas précipités dans l'escalier. La porte de la chambre s'est ouverte. Dmitri se tenait sur le seuil, l'air encore plus pitoyable qu'avant, une veste froissée, une chemise déboutonnée, une cravate de travers et les yeux rougis par le manque de sommeil et l'alcool. Me voyant fermer ma valise, il s'est précipité vers moi et m'a saisi la main, la voix tremblante de panique. « Katia, qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu » J'ai retiré ma main et j'ai poursuivi froidement. « Où je vais ne te regarde pas. La demande de divorce est sur la table. Signe-la, et on se voit au tribunal. » Dmitri m'a regardé, abasourdi. Il ne voyait plus ni soumission ni peur dans mes yeux, seulement un mur de glace. Il a compris que ce n'était pas une menace, cette fois. Il est tombé à genoux et m'a agrippé les jambes au le geste lâche d'un perdant qui s'accroche désespérément à ses dernières forces. « Katia, j'ai eu tort. Hier, j'étais ivre et j'ai trop parlé. Pardonne-moi. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Comment peux-tu me quitter pour une bêtise? Bête? » J'ai ri amèrement. Tu appelles le mépris, la prison et 10 ans de trahison des bêtises? Dima leva les yeux, le visage crispé par une tentative de pitié. Je sais que j'ai eu tort, mais j'ai tout fait pour la famille. Je travaille énormément, ma tension est infernale. C'est pour ça que je rentre parfois irrité. Il faut que tu comprennes. Écoute, dans tout Moscou, personne ne vit aussi bien que toi, dans un immeuble de luxe, avec tout le confort, sans se soucier d'argent. Si tu pars, comment vas-tu survivre? Il continua de parler sur ce ton condescendant et paternaliste. Il me prenait toujours pour un parasite, incapable de vivre sans lui. Ne t'inquiète pas pour ma survie, dis-je en me penchant vers lui et en le fixant intensément. Viktor Petrovitch m'a proposé un poste de conseillère stratégique. Mon salaire de départ me permettrait d'acheter 10 maisons comme celle-ci. Je n'ai pas besoin de ton argent, j'ai besoin de respect. Chose que tu n'as jamais eue. En entendant le nom de Viktor Petrovitch, Dmitri eut l'impression de recevoir une décharge électrique. Il lâcha mes jambes. Il comprit que je n'étais plus un oiseau en cage. Je me suis élevé très haut, à une hauteur qu'il n'atteindrait jamais, même en tendant le cou au maximum. Dmitri avait l'air plus malheureux que jamais, sa veste était froissée, sa chemise déboutonnée, sa cravate de travers et ses yeux injectés de sang par le manque de sommeil et l'alcool. Me voyant fermer ma valise, il s'est précipité vers moi et m'a saisi la main, la voix tremblante de panique. « Katia, qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu » J'ai retiré ma main et repris mon travail d'un ton froid. « Où je vais ne vous regarde pas. La demande de divorce est sur la table. Signez-la, et on se reverra au tribunal. » Dmitri me fixa, abasourdi. Il ne voyait plus ni soumission ni peur dans mes yeux, seulement un mur de glace. Il comprit que, cette fois, il ne s'agissait pas d'une menace. Il tomba à genoux et enlaça mes jambes. Le geste lâche d'un vaincu qui s'accroche désespérément à ses derniers vestiges de pouvoir. « Katia, j'ai eu tort. J'étais ivre hier et j'ai trop parlé. Pardonne-moi. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Comment peux-tu me quitter pour une bêtise pareille? Absurde? » Ai-je ri amèrement. Vous appelez stupide le mépris, l'emprisonnement et 10 ans de trahison. Dima leva les yeux, le visage crispé dans une tentative d'avoir l'air pathétique. Je sais que j'ai eu tort, mais j'ai tout fait pour ma famille. Je travaille énormément, ma tension est alarmante. C'est pour ça que je rentre parfois irrité. Il faut que tu comprennes. Regarde, dans tout Moscou, personne ne vit aussi bien que toi, dans un quartier huppé, avec tout le confort moderne, sans se soucier d'argent. Si tu pars, comment vas-tu vivre? Il continuait de parler sur ce ton condescendant et paternaliste. Il pensait toujours que j'étais un parasite, incapable de vivre sans lui. Ne vous inquiétez pas pour moi, dis-je en me penchant vers lui et en le regardant fixement. Viktor Petrovitch m'a proposé le poste de conseiller stratégique principal. Mon salaire de départ me permettrait d'acheter 10 maisons comme celle-ci.
Je n'ai pas besoin de votre argent, j'ai besoin de respect. Chose que vous n'avez jamais eue. En entendant le nom de Viktor Petrovitch, Dmitri eut l'impression de recevoir une décharge électrique. Ses mains retombèrent mollement. Il comprit que je n'étais plus un oiseau en cage. J'avais pris mon envol, jusqu'à une hauteur qu'il n'atteindrait jamais, même en tendant le coup de toutes ses forces. Il a immédiatement changé de tactique, des supplications, il est passé à la corruption. Katia, puisque tu es si compétente, pourquoi ne restes-tu pas m'aider? L'entreprise traverse une période difficile. Le contrat avec Technoprom exige une supervision. Si tu restes, je te nommerai vice-présidente. Je te donnerai des actions. Je licencie Yulia sur le champ. Je ferai tout ce que tu voudras. Je le regardais, le cœur lourd. Il était prêt à vendre sa maîtresse, à vendre sa fierté, juste pour me garder, moi, sa machine à fric. C'est trop tard, Dima, dis-je en tirant ma valise vers la porte. Quand j'avais le plus besoin de ta protection, tu t'es joint aux autres pour m'humilier. Quand j'ai fait mes preuves, tu es devenu jaloux et tu as voulu me détruire. Tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes que toi et ta société. Je gérerai la situation sans problème. Mais en tant que représentante de Technoprom, pas en tant que ta femme. Je suis sorti de la pièce, laissant Dmitri assis par terre, le dos courbé et pitoyable, comme un chiffon sale. En descendant au salon, je suis tombé sur Yulia, qui traînait près de la porte. Elle avait dû suivre Dmitri jusqu'à chez lui pour voir ce qui se passait. En me voyant avec la valise, elle n'a pas pu cacher une lueur de triomphe dans ses yeux, même si sa voix était empreinte d'une gentillesse feinte. « Oh, Katia, où vas-tu » Dima est tellement bouleversé. « Tu ne vas pas rester pour le réconforter » Je me suis arrêté et les regardé droit dans les yeux. Cette femme, si jeune, mais déjà si pourrie dans son âme pendant 3 ans, elle avait été non seulement la maîtresse de Dmitri, mais aussi ses yeux et ses oreilles, épiant chacun de mes mouvements. « Vous arrivez à point nommé, dis-je calmement. Entrez. J'ai quelque chose à vous montrer avant de partir. » Julia, perplexe mais curieuse, me suivit dans le salon. J'ouvris mon sac, en sortis un fin dossier et le jetai sur la table basse. Regardez. Yulia prit le dossier et commença à le feuilleter. Son visage changea sous ses yeux, du rose au blanc, puis à une pâleur blafarde. Il y avait des relevés détaillés de ses dépenses, des messages qu'elle avait envoyés à Dmitri pour me dénoncer, et même des photos d'elle avec un autre homme, un concurrent de la société de Dmitri. « Où as-tu trouvé ça » balbutia Yulia en laissant tomber le dossier de ses mains tremblantes. « Tu croyais qu'être femme au foyer signifiait que j'étais aveugle et sourde » ai-je lancé d'un rire glacial. « Tu croyais que je ne savais pas que tu me prenais en photo au marché pour dire à Dima combien valait mon Annette ? Tu croyais que je n'avais pas découvert la caméra cachée que tu avais installée en secret dans le salon ?» Je me suis approché d'elle en baissant la voix jusqu'à un murmure qui lui a glacé le sang. « Je sais tout. Je sais que tu es un agent de la concurrence, venu saboter les affaires de Dima. Je sais que tu l'escroques pour subvenir aux besoins de ton amant. » Je suis resté silencieux, attendant le bon moment. Et ce moment est arrivé aujourd'hui. À ce moment précis, Dmitri descendit les escaliers. Il entendit mes dernières paroles et resta figé, stupéfait. Que dit Katia ? Yulia, es-tu une espionne ? Julia s'est précipitée aux pieds de Dmitri, paniquée. Dima, ne la crois pas. Elle invente tout ça juste pour nous séparer. Je t'aime vraiment. J'ai sorti le test ADN du dossier et je l'ai montré à Dmitri. Vraiment ? Alors qui est le père du bébé que vous attendez ? D'après ce résultat, vous êtes enceinte de 8 semaines. Mais il y a 8 semaines, Dima, vous étiez en voyage d'affaires en Allemagne. Dmitri arracha le papier des mains de Yulia, les yeux écarquillés à la lecture des résultats. Il laissa échapper un rugissement de douleur et gifla Yulia si fort que le bruit résonna dans toute la pièce. Tu m'as trompé. Je t'ai traité comme une reine, et tu as osé me trahir. Yulia s'effondra au sol, le visage enfoui dans ses mains, sanglotant et suppliant. Dmitri se jeta sur elle et la roua de coups. Une scène chaotique et tragicomique se déroula dans le luxueux salon. Les deux qui avaient comploté pour me détruire s'entre-déchiraient maintenant comme des chiens enragés. Je les observais sans la moindre satisfaction, n'éprouvant qu'une profonde lassitude. C'était le marécage dans lequel j'avais langui pendant 10 ans.
Heureusement, j'ai réussi à m'en échapper à temps. Débrouillez-vous entre vous, dis-je d'une voix forte, couvrant les jurons de Dmitri. Je m'en vais. Et Dima, prépare-toi pour le tribunal. Nous partagerons équitablement les biens et les dettes. J'ai traîné ma valise vers la porte. Derrière moi, les cris, les supplications et les injures continuaient. La porte du manoir se referma, coupant court au bruit, au mensonge et à la tragédie. À peine avais-je franchi les portes du village qu'un minibus s'arrêta brusquement devant moi. La portière s'ouvrit et une femme corpulente, les yeux fortement maquillés, et une jeune femme à la tenue provocante en sortirent. C'était ma belle-mère, Lyudmila Ivanovna, et ma belle-sœur, Svetlana. Me voyant avec ma valise, Lyudmila Ivanovna, les mains sur les hanches, hurla à plein poumon. Ah! Regardez cette femme sans scrupules, elle a décidé de s'enfuir. Dima a dit que tu as demandé le divorce, et tu as même provoqué un scandale au banquet. Qui es-tu, bon sang? Svetlana, à côté d'elle, leva le menton avec mépris. Où vas-tu? Si tu pars, pars nu. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Tu as sans doute volé l'argent de mon frère? Allez, ouvre-la, je vais vérifier. Ils se sont jetés sur moi, essayant de m'arracher la valise. J'ai reculé, serrant la poignée de toutes mes forces. Mon regard s'est durci. Avant, je les respectais parce qu'ils étaient plus âgés, parce qu'ils étaient la famille de mon mari, et je tolérais leur insolence et leur demande d'argent incessante. Mais je n'ai plus à le faire. Laissez-moi tranquille. Ai-je crié. Ne touchez pas à mes affaires. Lyudmila Ivanovna fut un instant décontenancée, puis devint encore plus agressive. Comment oses-tu me crier dessus, salope? Sors de chez mon fils. Je dirai à Dima de divorcer et de te jeter à la rue sans rien, pour que tu crèves de faim. Exactement. S'exclama Svetlana. Mon frère a acheté ce domaine à la sueur de son front. Tu n'es rien ici, juste une parasite. Tu n'as même pas le droit de prendre une épingle. J'ai éclaté de rire, ce qui les a déconcertés. J'ai posé la valise, ouvert la poche extérieure et sorti une pochette plastique contenant un document officiel. Je l'ai brandi pour que le soleil puisse éclairer chaque lettre. Regardez attentivement. Qu'est-ce que c'est? Lyudmila Ivanovna plissa les yeux. Un titre de propriété. Et alors? Il est au nom de mon fils. Vous vous trompez, dis-je en articulant clairement chaque mot. Ouvrez les yeux et lisez le nom de la propriétaire, Ekaterina Monte. Et regardez la date d'achat, 2012. 2 ans avant mon mariage avec votre fils. Lyudmila Ivanovna et Svetlana étaient abasourdies. Elles s'emparèrent du document, les yeux rivés sur le nom du propriétaire. C'était bien mon nom, et la date était correcte. Impossible, murmura Lyudmila Ivanovna. Où avez-vous trouvé une telle somme? Vous n'étiez qu'une traductrice. Simple? Ai-je dit en riant. Sais-tu qu'il y a 10 ans, une seule journée de travail au chalet rapportait autant qu'un ouvrier moyen en un an? J'ai acheté cette propriété grâce à mes économies et aux revenus de mes placements. Quand j'ai épousé Dmitri, il était criblé de dettes suite à la faillite de son entreprise. Je l'ai laissé vivre ici pour préserver sa réputation. Je ne lui ai jamais cédé la maison ni ne l'ai jamais considérée comme un bien commun. Juridiquement, elle m'appartient exclusivement. Je leur ai arraché le certificat des mains et l'ai soigneusement glissé dans mon sac. Ce n'est donc pas moi qui dois partir, mais votre fils et toute sa famille de parasites. Je donne une semaine à Dmitri pour faire ses valises et quitter ma maison. Sinon, j'appellerai les huissiers et la police. Le visage de Lyudmila Ivanovna devint livide. Elle dut s'appuyer sur Svetlana pour ne pas tomber. Svetlana restait là, bouche bée, incapable de prononcer un mot. Jamais elle n'aurait imaginé que la belle-fille dépendante, qu'elle méprisait tant était en réalité une femme riche qui tirait les ficelles. J'ai interpellé un agent de sécurité qui patrouillait dans un village voisin. Veuillez demander à ces dames de quitter ma propriété. Elles troublent la tranquillité et importunent le voisinage. Le garde hocha la tête et s'approcha de Lyudmila Ivanovna. Mesdames, je vous en prie, allons-y. Ne nous forcez pas à agir. J'ai traîné ma valise jusqu'à la sortie et suis monté dans le taxi qui m'attendait. Dans le rétroviseur, j'ai vu Lyudmila Ivanovna assise par terre, sanglotant et hurlant, et Svetlana appelant Dmitri,
horrifié. La bataille pour la propriété était terminée avant même d'avoir commencé, car j'avais toujours eu un atout dans ma manche, mon indépendance et mon autonomie financière. Un taxi m'a conduit à un hôtel 5 étoiles du centre de Moscou. Je l'ai choisi non par vantardise, mais pour me rappeler ma véritable valeur. Je méritais un meilleur service et un logement décent, tout ce dont je m'étais privé pendant 10 ans. À peine entré dans la pièce, mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Je pris une grande inspiration et répondis. Bonjour, Ekaterina est en ligne. À l'autre bout du fil, on entendit la voix grave et familière de Viktor Petrovitch. Bonjour Ekaterina. Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci. Ne t'inquiète pas, j'attendais ton appel. Excellent. Ma secrétaire vient de vous envoyer un projet de contrat de travail. Nous sommes très intéressés par votre candidature au poste de conseiller stratégique principal pour la région Asie. Votre première mission consistera à auditer les activités de tous nos partenaires en Russie. Commençons par la société de M. Dmitri. J'ai souri. Viktor Petrovitch était un vieux renard. Il ne m'avait pas embauché uniquement pour mon talent, il voulait se servir de moi comme d'une lame acérée pour éliminer les tumeurs au sein de son réseau de partenaires. Et il savait que personne ne connaissait mieux que moi les rouages de l'entreprise de Dmitri. Je suis d'accord, ai-je répondu fermement. Mais à une condition. Je veux avoir pleine autorité sur les décisions d'audit et de conformité, quel que soit l'associé. Y compris celui de la société de mon mari. C'est exactement ce que j'attendais de toi, Ekaterina. J'ai besoin d'une transparence totale. Bienvenue à Technoprom. J'ai raccroché et me suis laissé tomber sur le lit moelleux. Un immense soulagement m'a envahi. C'était fini. Mon avenir était tracé, un avenir brillant, plein de promesses. Je me suis levé et me suis dirigé vers le miroir de la salle de bain. Mes longs cheveux étaient attachés en une queue de cheval banale, mon visage était pâle et sans expression. J'avais besoin de changement. Le jour même, je suis allé chez le coiffeur le plus réputé de la ville. J'ai fait couper mes longs cheveux en un carré élégant arrivant aux épaules, teint d'un châtain raffiné. Dans le miroir, je voyais une femme totalement différente, sophistiquée, moderne et pleine d'énergie. Puis je suis allé faire du shopping dans des boutiques de luxe. J'ai choisi non pas des robes prétentieuses, mais des tailleurs pantalons parfaitement coupés et des blouses en soie strictes et féminines à la fois, incarnant le professionnalisme et l'assurance. J'ai acheté des talons aiguilles, une arme qui me permettrait de m'imposer dans le monde des affaires. De retour à l'hôtel, je n'étais plus Katia, la femme au foyer de la veille. J'étais Ekaterina Monte, conseillère stratégique senior chez Technoprom. J'étais prête pour la bataille du lendemain. Une bataille sans armes, qui allait bouleverser à jamais l'équilibre des pouvoirs. Je n'ai pas choisi de tenue sophistiquée. J'ai opté pour des tailleurs pantalons impeccablement coupés et des chemisiers en soie à la fois sobres et élégants, synonymes de professionnalisme et d'assurance. J'ai acheté des talons aiguilles, une arme qui me permettrait de m'imposer dans le monde des affaires. À mon retour à l'hôtel, je n'étais plus la Katia au foyer de la veille. J'étais Ekaterina Monte, conseillère stratégique senior chez Technoprom. J'étais prête pour la bataille du lendemain. Une bataille sans armes, qui allait bouleverser à jamais l'équilibre des pouvoirs. Lundi matin, l'atmosphère dans l'immeuble de bureau où se trouvait l'entreprise de Dmitri était encore plus pesante que d'habitude. Des rumeurs de scandale lors de la soirée d'entreprise du Nouvel An circulaient déjà dans le milieu des affaires moscovites. Les employés arrivaient, l'air soucieux, chuchotant sur l'avenir incertain de la société. À 9 heures précises, une luxueuse voiture de direction s'arrêta devant l'entrée. Le chauffeur m'ouvrit la portière et je descendis. Je portais un tailleur pantalon couleur crème qui mettait en valeur ma silhouette et mon assurance, et mes cheveux étaient parfaitement coiffés. Je tenais une mallette en cuir remplie de documents. 2 assistantes allemandes et un avocat représentant Technoprom me suivaient. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Lorsque les portes se sont ouvertes, la réceptionniste s'est figée, la bouche grande ouverte. Elle bégaya en essayant de me saluer comme d'habitude, « Bonjour, Katia », mais mon ton autoritaire la fit taire. Informer le PDG Dmitri qu'une délégation de Technoprom est arrivée pour discuter des modalités d'exécution du contrat, lançai-je froidement. « Oui, bien sûr », répondit la jeune fille en saisissant nerveusement le téléphone. Sans attendre qu'elle ait fini, j'ai fait signe à mon équipe de me suivre directement dans la salle de réunion principale.
Je savais que Dmitri y tenait sa réunion hebdomadaire avec les chefs de service. J'ai ouvert la porte d'un coup sec. Le brouhaha des voix à l'intérieur s'est instantanément tu. Tous les regards étaient rivés sur la porte. Dmitri se tenait en bout de table, un marqueur à la main, pointant le tableau du doigt. Il avait l'air hagard et épuisé. Yulia était assise dans un coin, le visage bouffi, elle avait tenté de dissimuler l'échymose sur sa joue sous une épaisse couche de fond de teint. En me voyant, ils sursautèrent tous les deux, comme s'ils avaient aperçu un fantôme. « Katia, que fais-tu ici » demanda Dmitri d'une voix rauque, s'efforçant de garder un ton autoritaire. « Nous avons une réunion interne. Si tu n'as rien à faire ici, pars. » Je n'ai pas répondu. Je me suis dirigé vers la chaise vide en face de lui, celle réservée aux partenaires stratégiques. J'ai posé calmement ma mallette sur la table, me suis assise, et croisé les jambes et me suis adossé. Je ne suis pas venu ici en tant qu'épouse, monsieur le directeur. J'ai insisté sur les 2 derniers mots avec ironie. Je suis Ekaterina Monte, conseillère stratégique principale et représentante autorisée du groupe Technoprom pour la région Asie. J'ai fait un signe de tête à mon assistant, qui a déposé ma carte de visite et la procuration, signée par Viktor Petrovitch, devant Dmitri. Dima a pris le document d'une main tremblante. Il lut et relut le document, incrédule. Les chefs de service autour de lui se mirent à chuchoter. Ils me regardèrent avec un mélange d'étonnement et d'admiration. Ils avaient entendu dire que j'avais sauvé l'entreprise lors du banquet, mais ils ne s'attendaient pas à mon retour en force. « Impossible !» s'écria Dmitri. « Comment a-t-il pu te nommer si vite ? Quel tour de magie as-tu accompli ? » « Du professionnalisme, Dima, répondis-je sèchement. Une qualité que tu as toujours refusé d'admettre chez moi. Et maintenant, en tant que représentante de la partie contractante, j'exige que cette réunion soit consacrée à un audit et à un examen des capacités financières de l'entreprise partenaire. »« Un audit ?» s'exclama Yulia, la voix brisée. « Nous venons de terminer notre audit annuel. Nous sommes totalement transparents. Qu'il soit transparent ou non, nous le verrons bien. J'ai engagé un cabinet du Big Four pour un audit indépendant. Ils sont déjà au service comptabilité. J'espère que vous avez tous les états financiers prêts, notamment concernant les frais de représentation et de voyage que vous avez gérés. » Yulia pâlit et laissa tomber son stylo. Elle savait exactement de quoi je parlais, les sommes qu'elle avait détournées à des fins personnelles, les fausses factures, j'avais tout mis au jour. Dmitri frappa la table du poing, « Vous essayez de me piéger. Vous essayez de ruiner la société ? Je ne la ruine pas. » Je me suis levé, prenant appui sur la table et me penchant vers lui. Je la sauve des parasites qui la rongent. Technoprom ne travaille pas avec les escrocs. Si vous êtes honnête, vous n'avez rien à craindre. Mais si vous avez quelque chose à cacher, vous avez intérêt à être prêt. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Personne n'osait respirer. Le pouvoir avait complètement changé de camp. La femme, autrefois considérée comme sans valeur, détenait désormais le sort de toute l'entreprise entre ses mains. L'audit dura 3 jours intenses. Sous ma direction, une équipe d'auditeurs professionnels examina minutieusement la comptabilité de Dmitri. Je me suis appuyé non seulement sur les chiffres, mais aussi sur ma mémoire phénoménale, sur les détails que Dmitri me confiait par inadvertance lors de nos conversations téléphoniques à la maison, sur les documents que Yulia apportait pour signature et que je consultais en secret. Je savais exactement où il cachait l'argent sale. Je savais quelles sociétés écrans ils utilisaient pour frauder le fisc. Le 4e jour, dans l'après-midi, j'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration, en présence des actionnaires extérieurs. Dmitri et Yulia ont été convoqués pour s'expliquer. J'ai jeté un épais dossier au milieu de la table. « Messieurs, actionnaires, nous avons les résultats de l'audit. La situation est bien pire que prévu. » J'ai affiché les graphiques et les chiffres éloquents à l'écran. Premièrement, le PDG, Dmitri Vega, et la chef comptable, Yulia, ont conspiré pour falsifier plus de 50 contrats d'achat de matières premières via des sociétés écrans enregistrées au nom de leurs proches. Le montant total détourné ces 3 dernières années s'élève à plus de 20 millions d'euros. Un murmure d'indignation parcourut la salle. Les actionnaires fusillèrent Dmitri du regard. Il était assis, la tête baissée, trempé de sueur froide. Deuxièmement, poursuivis-je d'une voix glaciale, « Madame Yulia,
abusant de sa position, a fait passer de nombreuses dépenses personnelles pour des frais professionnels, voyages de luxe, sacs de marque, entretien de son amant, tout cela a été imputé au compte de l'entreprise. J'ai projeté des factures d'hôtel 5 étoiles, des reçus de boutique et des photos de ses vacances avec ce même homme que j'avais récupéré. Yulia a hurlé, se couvrant le visage de ses mains, « Arrêtez ça. Vous violez ma vie privée. » « Vie privée ?» ai-je rétorqué d'un rire froid. Quand on utilise l'argent des actionnaires pour ses propres jeux, on perd ce droit. C'est un détournement de fonds à grande échelle. Je me suis adressé aux actionnaires, en tant que représentant de Technoprom, je déclare que nous suspendons toute coopération et résilions le contrat tant que la direction actuelle n'est pas destituée et tenue pour responsable devant la justice. Nous ne permettrons pas à des escrocs de ternir notre image de marque. M. Galkin, l'actionnaire majoritaire respecté, se leva et pointa Dmitri du doigt. « Dima, je te faisais confiance, et tu as osé nous faire ça? Tu nous prenais pour des imbéciles? Je propose qu'il soit immédiatement démis de ses fonctions et poursuivi en justice. Oui, qu'on le démette. Qu'on le poursuive. » s'écrièrent les autres en chœur. Dmitri s'est affaissé, le regard vide. Il m'a regardé, et il n'y avait plus ni colère ni haine dans ses yeux, seulement un désespoir absolu. Il a compris que c'était la fin. Il avait perdu non seulement son entreprise, sa maison et sa femme, mais il risquait la prison. J'ai rassemblé mes papiers, prêt à partir. Ma mission était accomplie. J'avais fait éclater la vérité. J'avais rendu justice, pour moi-même et pour tous ceux qui l'avaient trompé. En passant devant Dmitri, je me suis arrêté et lui ai dit doucement, « Tu vois, Dima, sans moi à tes côtés, tu n'es qu'un raté. Tu as gâché ta vie. Ne blâmez que votre propre cupidité et votre stupidité. » Je suis sorti du hall, laissant derrière moi un chaos de cris et d'accusations. Un long couloir s'ouvrait devant moi. Mais cette fois, au bout du chemin, brillait la lumière de la liberté et de la gloire. La chute de Dmitri a été plus rapide que prévu. En moins de 24 heures, la presse économique s'est emparée des informations concernant le scandale financier de son entreprise. Le PDG a détourné des fonds, un contrat d'1 million de dollars menacé, le revers de la médaille du succès. Ces titres sensationnalistes ont anéanti sa réputation. Assise dans mon nouveau bureau chez Technoprom, je sirotais un café noir en lisant les nouvelles. J'éprouvais une satisfaction indéniable. Mais au fond de moi, un immense soulagement m'envahissait. Justice avait été rendue. Le téléphone sonna. C'était Svetlana, la sœur de Dmitri. Je répondis, non par envie d'entendre des insultes, mais par curiosité ou pour voir à quel point la famille était désespérée. « Katia, tu es contente maintenant ?» La voix de Svetlana tremblait de larmes. La police a emmené Dima. Sa mère s'est évanouie et est en soins intensifs. « Tu es un monstre. Tu as détruit ma famille. » Svetlana, répondis-je calmement. C'est Dmitri qui a signé les faux contrats. Ce sont Dmitri et Yulia qui ont volé l'argent. Je n'ai fait que révéler la vérité. Si ton frère avait été honnête, personne n'aurait pu lui faire de mal. Au lieu de m'appeler et de m'insulter, trouve-lui un bon avocat. Mais leur maison a été saisie, ses comptes bloqués. Où allons-nous vivre, ma mère et moi? Laisse-nous rester au domaine de Rubliovka. Après tout, c'est aussi ta maison. Son insolence me fit rire. Hier, elle voulait me mettre à la rue, et maintenant elle me suppliait de l'héberger. Désolé, cette maison est déjà à vendre. Je ne veux plus garder le moindre souvenir de votre famille indigne. Vous avez 24 heures pour partir, après quoi je changerai les serrures. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Je n'avais plus aucune obligation de soutenir ceux qui m'avaient exploité pendant 10 ans. Cet après-midi-là, je me suis rendu au domaine avec mon avocat pour superviser le déménagement. Le spectacle était désolant, les meubles étaient éparpillés, Lyudmila Ivanovna était assise par terre dans le couloir, sanglotant et proférant des injures. Svetlana fourrait des affaires dans des cartons, tout en se disputant avec les créanciers qui encerclaient le portail. Me voyant sortir de la voiture de luxe, Lyudmila Ivanovna se jeta sur moi, tentant de me frapper, mais les gardes du corps la retinrent. « Rends-moi mon fils, salope. Depuis que tu es entré dans notre famille, nous n'avons connu que le malheur. » Je la regardai froidement. Le malheur, c'est que ton fils est un voleur sans talent. Tu l'as mal élevé.
tu as encouragé tous ces vices, et maintenant tu m'en tiens responsable. La seule qui lui a fait du mal, c'est toi. Je fis un signe de tête à l'avocat. Objet après objet, les affaires de la famille furent emportées dans la rue. Le canapé même sur lequel Dmitri regardait la télévision, le service à thé dont Lyudmila Ivanovna s'était vantée auprès de ses amis, où tout gisait désormais en un tas de ferraille. Quand les grilles se sont refermées, j'ai remis les clés à l'agent immobilier, vendez-la au plus vite, à n'importe quel prix. Je me suis retourné et je suis parti, laissant derrière moi cette maison qui avait été mon enfer, sans la moindre nostalgie. Un mois plus tard, le procès a commencé. J'étais appelé à la barre comme témoin principal. Dmitri avait l'air d'un fantôme dans le box des accusés, il avait beaucoup maigri, ses cheveux étaient devenus gris. Il portait un uniforme de prisonnier, les yeux cernés et ternes. Quand je suis entré dans la salle d'audience, une lueur de remords tardif a brillé dans son regard, mais elle a été aussitôt étouffée par l'humiliation. Yulia était là aussi. À côté de lui, elle perdit son arrogance, son visage pâle et sans maquillage, ses yeux gonflés par les larmes. Le procès commença. Les preuves que j'ai présentées étaient si irréfutables que l'avocat de Dmitri eut bien du mal à le défendre. Chaque détournement de fonds, chaque fraude fiscale et chaque caisse noire a été mis au jour. Quand ce fut mon tour de témoigner, l'avocat de Dmitri tenta de m'attaquer, insinuant une vengeance personnelle. Madame Monte, est-il vrai que vous étiez au courant de ces irrégularités depuis longtemps, mais que vous avez gardé le silence, attendant le moment opportun pour vous venger de Monsieur Vega? Je le regardai droit dans les yeux et répondis clairement, je me suis tue parce que j'espérais que mon mari finirait par ouvrir les yeux. Je me suis tue parce que je voulais sauver notre famille. Mais quand lui et sa maîtresse ont bafoué mon honneur, quand ils ont utilisé l'argent volé pour leur propre luxe, je me suis senti obligé de parler. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de défendre la justice et les intérêts des actionnaires honnêtes. La salle d'audience applaudit à tout rompre. Mes paroles fermes réduisirent à néant tous les arguments de la défense. À l'issue du procès, Dmitri fut condamné à 12 ans de prison et à restituer l'intégralité des sommes détournées. Yulia écopa de 7 ans pour complicité et détournement de fonds. Tous les biens de Dmitri furent confisqués. Alors qu'on l'emmenait hors de la salle, il passa devant moi. Il marqua une pause et murmura, « Pardonne-moi, je ne le regardais même pas. » Je répondis doucement, « Ce n'est pas à moi que tu devrais demander pardon. C'est à toi-même que tu devrais te pardonner de ne pas avoir mené une vie décente. » Le fourgon cellulaire s'éloigna, emportant les deux individus qui avaient bouleversé ma vie. Je les ai regardés partir, envahis par un incroyable sentiment de légèreté. Un chapitre sombre s'était définitivement clos. Après le procès, je me suis plongé dans le travail. En tant que conseillère en stratégie, je voyageais constamment entre l'Allemagne, Singapour et la Russie. Ces longs vols et ces réunions intenses me donnaient de l'énergie et m'aidaient à guérir. Un jour de pluie, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, « Katia, c'est Svetlana. Je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire, mais maman est en train de mourir à l'hôpital. Elle veut te voir une dernière fois. » J'ai failli supprimer le message, mais ma conscience m'en a empêché. Après tout, elle avait été ma belle-mère pendant 10 ans. J'ai demandé au chauffeur de m'emmener à l'hôpital. Lyudmila Ivanovna était en soins intensifs, branchée à de nombreux tubes. Un AVC, survenu après la perte de sa maison et l'arrestation de son fils, l'avait anéantie. Svetlana, hagarde et pâle, était assise près d'elle, essayant de lui donner un bouillon clair. En me voyant, elle se leva, la tête baissée. « Katia, merci d'être venue. » Je posai la corbeille de fruits et m'approchai. Lyudmila Ivanovna ouvrit ses yeux fatigués et voilés. En me voyant, elle tenta de bouger les lèvres, les larmes ruisselant sur ses joues ridées. « Katia, j'ai eu tort, » sa voix n'était qu'un murmure. « Pardonne-moi Dima, pardonne-moi », elle essaya de me prendre la main, mais elle n'en avait plus la force. Je contemplais cette femme jadis arrogante et cruelle, désormais impuissante et brisée. Un pincement de compassion m'envahit. « Repose-toi. »« Ne parle pas, » dis-je doucement. Je ne répondis pas à sa demande de pardon. Je me contentai d'un léger hochement de tête. Avais-je pardonné? Peut-être l'avais-je déjà fait. La rancune ne ferait que me nuire. Je l'ai laissé partir. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je méritais la paix. Je me suis tourné vers Svetlana et j'ai sorti une enveloppe de mon sac. « Tiens,
ça aidera à payer les frais d'hospitalisation. Prends soin d'elle. Je ne reviendrai jamais. Svetlana a pris l'enveloppe et a éclaté en sanglots. Merci, Katia, je suis tellement désolé. Nous avons été horribles avec toi. J'ai quitté la chambre. Le bip régulier du moniteur cardiaque est resté là. Dehors, la pluie avait cessé. Les lumières de la ville se reflétaient dans les flaques d'eau. J'inspirais profondément l'air humide, l'âme apaisée. Mon divorce fut rapidement prononcé. Dmitri étant en prison, il n'y eut aucun litige concernant les biens, les siens furent confisqués, et les miens restèrent. Le jour où je reçus le jugement, je m'y rendis seul. Le juge me remit un document portant le sceau officiel. Félicitations, Ekaterina. Légalement, vous êtes une femme libre. Je tenais le papier, le contemplant. Ce n'était qu'un bout de papier, mais il marquait la fin de 10 années de ma jeunesse, 10 années de larmes. C'était mon passeport pour une nouvelle vie. En sortant du tribunal, le soleil éclatant de Moscou m'aveugla. Je levai les yeux vers le ciel bleu, un sentiment de liberté absolument envahissant. Plus personne ne me dira comment m'habiller ni quoi dire. Plus personne ne me traitera de bonne à rien. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Viktor Petrovitch. Viktor Petrovitch, mes affaires personnelles sont réglées. Je suis prête à prendre mes fonctions au siège social à Berlin le mois prochain. Formidable, Ekaterina, nous vous attendons. Un siège au conseil d'administration international vous est réservé. J'ai souri et j'ai rangé mon téléphone. Berlin, Saint-Pétersbourg, rue Pavée, Vieux Chêne, amphithéâtres universitaires où j'avais jadis rêvé, je retournais là où tout avait commencé. Mais avant cela, il me restait une dernière chose à faire, rendre visite à Dmitri en prison. Assis en face de moi derrière la vitre, il paraissait avoir 10 ans de plus. Il n'osait pas me regarder dans les yeux. Je pars en Allemagne, dis-je. Il hocha légèrement la tête. Félicitations, tu le mérites. Je suis venu te dire au revoir et te remercier. Il me regarda, surpris. Me remercier? Pourquoi? Pour avoir gâché ta vie? Non. Merci de m'avoir révélé l'étendue de ma souffrance, ce qui m'a permis de prendre conscience de ma propre valeur. Sans ton oppression, je n'aurais peut-être pas trouvé la force de me transformer ainsi. Ce fut la leçon la plus précieuse de ma vie. Je me suis levé et j'ai posé la main sur la vitre. Au revoir, Dmitri. J'espère que tu changeras. J'espère qu'en partant, tu seras une autre personne. Je me suis retourné et je me suis éloigné d'un pas décidé. Dmitri me regarda partir, les larmes ruisselant sur ses joues. Il comprit qu'il avait perdu à jamais ce qu'il avait de plus précieux. 1 an plus tard, à Berlin, en Allemagne, la salle du Centre international des congrès était comble. Des milliers d'entrepreneurs, de politiciens et de militants du monde entier s'étaient réunis pour le Forum mondial des femmes leaders. Je me tenais sur scène, sous les projecteurs. Je portais une élégante robe de soie bleu profond. Au milieu de tous ces costumes sombres d'hommes, ma tenue se distinguait comme un symbole d'élégance et de force. Le micro s'alluma. Je souris à l'auditoire. Mesdames et messieurs, je m'appelle Ekaterina Monte. Je suis la vice-présidente exécutive de la stratégie du groupe Technoprom. Je commençais mon discours non pas par des théories économiques, mais par mon histoire personnelle. J'évoquais les 10 années passées prisonnières des préjugés, les jours où j'avais oublié qui j'étais, et le moment où j'ai décidé de reprendre ma voix, faisant des mots mon arme la plus puissante. On me demande souvent quel est le secret de la réussite. Je réponds, ne laissez jamais personne définir votre valeur. Vous n'êtes ni l'ombre de votre mari, ni le décor de votre maison. Vous êtes vous-même, avec votre intelligence, votre force et vos rêves. N'ayez pas peur de repartir de zéro. Parfois, l'échec est le début d'une renaissance encore plus brillante. Mon discours s'acheva sous une ovation tonitruante. Beaucoup de gens se sont levés, beaucoup les larmes aux yeux. Viktor Petrovitch est monté sur scène et m'a tendu un bouquet de fleurs. Il m'a serré dans ses bras et m'a murmuré, « Je suis très fier de toi, Katia. » Après la cérémonie, je suis sorti sur le balcon. L'air berlinois était froid mais pur. J'ai contemplé les eaux calmes de la Spree. Un homme élégant s'approcha de moi. C'était Alexei, le même professeur de linguistique qui m'avait soutenu toute l'année. « Tu as été incroyable, Katia. »
s'exclama-t-il dans un russe quasi parfait. Son regard était chaleureux. Es-tu libre ce soir? Je connais un excellent restaurant à Mythe, je me tournai vers lui et lui souris. Après tant de tempêtes, mon cœur semblait enfin se remettre à battre. Mais cette fois, il battait au rythme de la liberté et de l'égalité. Je suis libre, Alexei. Mais la cuisine allemande me manque. Les vraies saucisses au curry me manquent. Nous avons ri tous les deux. Nos rires se sont mêlés au vent, s'élevant vers l'immensité du ciel berlinois. Le phénix était revenu, et ses ailes étaient désormais assez fortes pour voler jusqu'à l'horizon de son choix. Oui.